Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui pour ce troisième épisode d'Au cœur de nos syndicats, nous venons ici à la rencontre de nos camarades de Nice Métropole pour leur congrès. Nous allons passer un moment de fraternité avec eux, débattre sur les enjeux qui les attendent au sein de leur métropole. Donc merci à eux de nous accueillir pour cet épisode d'Au cœur de nos syndicats. Tu peux nous dire un mot sur l'organisation de ce congrès? On était plusieurs, je veux dire, donc il y a eu les permanents, plus des syndiqués, je veux dire, qui viennent nous donner un coup de main. Il y a d'autres personnes à l'intérieur, il y a Andrew aussi, je veux dire, lui il est parfait pour la com. Là il y a Christelle, Jean-Noël. Jean-Noël est un permanent aussi du syndicat. Christelle, On vous sent très sérieux, Christelle. C'est ça, ouais. Oui, là c'est parce que on est en train de comptabiliser les présents pour pouvoir commander les repas ce midi. Avec toute une organisation. Ah oui, c'est obligé. Les critères qui sont donc proposés par la sortante pour définir un petit peu des lignes directrices pour choisir des futurs candidats, enfin proposer des futurs candidats au congrès. On est là, alors normalement maintenant pour 3 ans, pour faire en sorte qu'on décide des orientations. Là aujourd'hui on a près de 160 camarades adhérents de la CEGET Nice Métropole Côte d'Azur qui sont présents. Je crois que c'est une des premières fois où on a cette participation massive comme ça. C'est très intéressant dans ce que ça dit. C'est très intéressant aussi parce qu'on a de jeunes camarades qui commencent à rentrer dans le syndicat, qui commencent à prendre des responsabilités. Ils se proposent aussi à la commission exécutive. Donc voilà, on est sur un moment où le syndicat est à un tournant de son existence. Il ne faut pas oublier que ce syndicat date de 1930 pratiquement. Donc on est à un grand moment de démocratie dans le syndicat. Bernard, il est clair que pour nous c'est assez particulier de venir à Nice. On a quand même une pensée sur les événements dramatiques de juillet 2016. Je sais que vous avez vécu cette situation difficilement, vu que les services publics et plus particulièrement les collègues de Nice Métropole étaient en première ligne. Peux-tu nous dire un mot et également nous parler justement de l'importance de ce service public de proximité, quoi. Ouais, ce service public de proximité qui est souvent décrié, là il a été en première ligne par rapport à ces attentats. En première ligne, ça a été nos camarades policiers, de la police municipale notamment, qui ont vécu quand même, comme ceux qui en ont été victimes, un vrai drame. On en a discuté avec eux parce qu'il a fallu qu'on soutienne les équipes, vraiment. Ça a été aussi le cas pour les agents du nettoiement. Parce que vous pouvez imaginer ce qu'ils ont pu endurer, parce que ça a été vraiment un moment atroce. On s'est rassemblés syndicalement sur l'idée qu'en effet il fallait être solidaire à ce moment-là, qu'il n'était plus le temps des polémiques, sauf que les politiques eux-mêmes ont démarré les polémiques le soir même. Et ça nous a fait mal nous en tant qu'agents, parce qu'on était au taf et eux étaient en train de polémiquer. Michel, peux-tu nous dire un mot sur l'importance d'une vie syndicale au sein de nos syndicats? Le congrès justement fait partie de la vie démocratique d'une organisation syndicale. C'est le moment où on va se décider avec les syndiqués. Là c'est les syndiqués de la métropole de Nice, va se décider, de se définir le revendicatif pour 3 ou 4 ans. Et en plus ça tombe bien parce que ce congrès se tient juste après les élections présidentielles et la nomination hier du gouvernement de Macron avec Édouard Philippe, où là on a de quoi se faire le souci, quoi, sur les régressions sociales qui sont annoncées, surtout dans la fonction publique avec les baisses de budget, les suppressions d'emplois, les privatisations. Donc c'est vrai que ce congrès spécialement ici à Nice tombe bien puisque les salariés auront à se déterminer, et les syndicats auront surtout à se déterminer de savoir comment mener la lutte et développer le revendicatif. Encore plus fort aujourd'hui, il est important de sensibiliser nos militants et de les mobiliser. Et c'est sûr, ça va être surtout le but du congrès. Ce congrès à Nice, de sensibiliser les militants sur les mauvais coups qui vont pleuvoir. Tout le monde sera la bienvenue dans la lutte. On aura besoin d'avoir une réponse forte. Déjà, si on veut conserver chez nous dans la fonction publique économique, oui, si on veut conserver dans la fonction publique économique nos emplois, en gagner. Voilà, donc oui, c'est vrai que ça va être une rue de bataille. Merci à toi, Michel. La lutte continue, la lutte continuera. Cette campagne a révélé 3 points fondamentaux.
Macron, le valet du lobby industrialo-financier, a été élu dans le cadre d'un barrage au Front National. Il ne s'agit en aucun cas d'une adhésion à son programme. C'est important de l'affirmer pour les batailles à venir. Nous le savons tous ici, que le programme du nouveau président de la République et de son Premier ministre de droite, Édouard Philippe, est un programme ultralibéral de casse des conquis sociaux. Le tractage, c'est la diffusion auprès des salariés, c'est se mettre devant les divers services et tracter. Et ça, il va falloir qu'on s'y remette sérieusement. Pour finir, je tenais à remercier tous mes camarades qui ont bien voulu s'investir, donnant de leur temps, de leur capacité de travail, de leur patience à subir mes coups de gueule par moments. Merci à tous et que vive notre CGT et plus particulièrement notre syndicat. Merci. On est très peu en France à être régi par des municipalités ou par des organismes publics et que le CFA de Carrosse va devenir le premier CFA régi par une métropole, donc au niveau national, on sera les premiers, les novices. Donc une importance bien sûr au niveau national. On espère peut-être que d'autres CFA feront le même choix. Donc nous, ce qui nous a préoccupé particulièrement, c'était les conditions de travail, puisque nous sommes une cinquantaine d'enseignants à être contractuels, puisqu'il n'existe pas de statut fonction publique territoriale pour les enseignants de CFA, mis à part pour les profs d'art plastique. Donc on remercie chaleureusement la CGT Métropole qui a été très présente au moment des négociations et grâce justement à leur présence lors de toutes les réunions d'information syndicale CGT qu'on a pu faire au sein de notre service. Leur appui, tant au niveau technique qu'au niveau organisationnel. Il faut quand même rappeler que si on a ce dispositif de retraite calculé sur les 6 derniers mois et pas sur les 10 ou 25 meilleures années, c'est quand même que dans nos salaires, qui n'avaient pas compté pour la retraite, il y a quand même pratiquement 30 à 35% de primes sur lesquelles on ne compte pas quand on est à la retraite, d'accord? Donc quand on est dans le privé, on cotise sur son salaire quasi intégral, tandis que nous, on cotise que sur 70 à 75% de notre salaire. Et donc ça, quand même, il faut le savoir, il faut le dire, parce que, évidemment, quand on parle des régimes spéciaux, des régimes dérogatoires, etc., de tous ces gens qui bénéficient de tels avantages, évidemment, on omet cet élément qui est quand même, pour moi, qui n'est pas de l'anecdotique, c'est quand même quelque chose qui est considérable. En fait, les gens ils ont tellement maintenant un peu peur, je peux les comprendre, qu'il y a beaucoup moins de mobilisation. Et puis après, j'ai l'impression aussi que les gouvernements lâchent moins. Ça, c'est une anecdote de ma vie privée. Ma fille était petite, c'était à l'époque de la crèche. Ils avaient fait des grèves tous les mardis ou jeudis. Parce qu'ils voulaient qu'on ait la loi Morano qui peut monter de 5 à 8. Je les respecte. Enfin, moi, ça m'embêtait, mais j'étais d'accord avec elles. Eh ben, les filles, elles ont dû quand même lâcher, malgré qu'elles avaient fait, je crois, 2 mois de grève consécutive. Donc, mine de rien, le salaire a dû en prendre un coup. Et j'ai l'impression que les politiques sont de plus en plus dures et qu'ils lâchent de moins en moins. Donc, est-ce qu'un jour, on aura gain de cause ou pas? Parce que les vieilles nous disent, de toute façon, qu'on se mobilise ou pas, ça change rien. Il y a eu une énorme mobilisation au niveau de la petite enfance. On a eu gain de cause. On a gagné. Hein. Donc, c'est vrai qu'ils jouent sur la durée à chaque fois. Ils comptent sur l'épuisement des salariés, mais quand il y a des grands combats à mener, ils sentent que ça ne va pas lâcher. Et là, ça n'a pas lâché et on a eu gain de cause. On n'a pas gagné ce qu'on a voulu sur la loi El Khomri. Mais partout où les camarades se sont mis en grève reconductible, partout, ils ont gagné quelque chose. On n'a pas gagné sur la loi El Khomri, ça a été le cas chez les cheminots, ça a été le cas dans la pétrochimie, ça a été le cas dans les transports, ça a été le cas dans la fonction publique, les camarades du nettoyage. Partout on a lutté, on s'est mis en grève reconductible, partout on a gagné. Voilà. Hier, alors je ne l'ai pas là, je l'ai laissé dans la valise, j'ai un document qu'on nous a remis hier à la Confédération, au CCN, je crois que je sais plus, c'est plus de 50 luttes l'année dernière, où les camarades se sont mis en grève et où ce sont des luttes victorieuses. Je crois qu'on est à presque 66. Voilà. Donc ça veut dire que d'abord, il y a des raisons de lutter, effectivement, et on a raison d'être inquiet. Voilà. Et je pense qu'il ne faut pas attendre pour y aller.
l'inquiétude, je pense que voilà, le système de retraite, la fonction publique, etc., on va y avoir droit. Donc là, il faut y aller rapidement, il faut mener le combat d'idées. Que ça soit compliqué, c'est peut-être plus compliqué que jamais, effectivement, pour des tas de raisons. Mais on a aussi la possibilité d'avancer, de gagner des choses, et ne doutons pas trop de nos possibilités, de notre capacité à réunir les salariés et à agir, à gagner des choses. Aujourd'hui, de plus en plus de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une heure de grève, ils sont dans les chiffres, on est dans la bataille des chiffres, mais entre ceux qui sont plus mobilisés pour aller manifester parce qu'il n'y a plus d'opération coup de poing et ceux qui sont là pour être dans les chiffres, ben, ça fait qu'il y a de moins en moins de personnes dans la rue. Et je pense qu'il y a un problème de stratégie ou de communication là-dessus et on perd de la force vive là, je pense. C'est surtout là. Voilà. Les collègues, des fois, ils ne peuvent pas faire plus qu'une heure de grève parce que ils n'arrivent pas. Hein. Voilà, c'est difficile la vie. Il y a quand même vachement de fois où on gagne des trucs, hein, quand même. Et sauf qu'en fait, on est tellement pris dans l'aspiration de la lutte suivante qu'on ne valorise même pas ce qui a été gagné, on ne fait pas savoir aux collègues, et du coup, on a l'impression qu'on n'a rien gagné. C'est une nouvelle syndiquée depuis, depuis le 1er mai, une belle date quand même. Pensez printemps. Pensez printemps. Pensez printemps. C'est une phrase d'Emmanuel Macron. Quand les choses ne vont pas bien, pensez printemps. Déjà, on se sent moins seul. Ah oui. Non, c'est bien de... Non, et puis de... Ça nous conforte dans le choix. C'est sûr, on se retrouve dans tout ce qui est dit. Voilà, l'état du monde, l'évolution, l'histoire qui se répète. Voilà, c'est sûr, on est en plein dedans. Hein. On est en plein dedans. Ça ne va pas perdurer. C'est pas un monde qui est fait pour rester tel qu'il est, ni pour évoluer dans le sens dans lequel il évolue. Ça ne peut pas durer. Il y a un moment où ça va être... Il y a une phrase de Perlebug... Le changement ou le chaos. Oui. Non, mais il y a une phrase de Perlebug qui dit « Un moment où les riches sont trop riches et où les pauvres sont trop pauvres ». C'est une phrase qui date d'un bouquin qui date de 1920 et ça se passe en Chine. Mais voilà, un moment où c'est plus possible. Et je crois qu'on est en train de vivre ça. Il y a un moment où on arrive à quelque chose. Alors la théorie de... C'est quoi la théorie du ruissellement là? Ah oui, non, ça marche. Qui peut croire à un truc pareil? Au contraire, fermer les écoutilles, c'est bien étanche tout ça. Ça ne ruisselle pas du tout. C'est bloqué. Et qui peut se laisser prendre à ça, quoi? Je ne comprends pas. Il y a un recul hein, de la conscience sociale, en général, de la conscience des gens, de ce qui leur arrive. Ils disent, bon, les présidentielles sont passées, c'est plié. Les législatives, elles ont, je dis elles parce qu'il y a une majorité de femmes, mais enfin, ils ont l'impression que les législatives, ça ne sert à rien, quoi. On ne va peut-être même pas y aller, ce qui compte, c'est élire le président. Enfin, je sais pas, c'est fatigant. J'ai du mal maintenant à leur dire, bon, écoutez, non, c'est pas fini, il y a des choses à faire. J'ai vraiment du mal. On se heurte à un truc, une espèce de force d'inertie, de résignation. En fait, c'est un discours dominant des médias et ça tombe comme une chape de plomb sur les personnes, quoi. Donc, comment un peu démonter ce discours médiatique qui est plombant pour le déconstruire. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident et que c'est difficile si on n'a pas à la base une conscience politique. Justement, que des journées comme celle d'aujourd'hui soient importantes parce qu'on reprend des forces. On reprend des forces pour peut-être pouvoir continuer on reprend un peu d'élan contre cette chape de plomb qui est là, qui pèse. On a l'impression de s'être un peu fait manipuler par l'élection de Macron. Je pense qu'il y a une forme de ça. Parce que ce candidat, il y a un an, il n'existait pas, il est sans parti. On a bien fait monter le FN en face. Le FN au deuxième tour en face de Macron, c'était victoire assurée pour Macron. Et voilà, donc on a l'impression de s'être un peu fait berner quand même. Bonjour Bernard. Bonjour. Nous sommes dans un contexte assez particulier avec l'élection d'Emmanuel Macron. Un contexte inédit, une recomposition politique dans le pays. Quel impact cela va avoir au niveau international, plus particulièrement sur le droit du travail?
Code du travail. Alors nous avons maintenant un président de la République nouvellement élu, ça c'est incontestable. Et en même temps, lorsqu'on pousse un petit peu l'analyse, le moins qu'on puisse reconnaître, y compris, je l'espère, le président lui-même, c'est qu'il n'y a pas un plébiscite sur son programme. Et il y a eu, avec tout un tas de phénomènes qui se sont greffés lors de ces élections présidentielles, plus de citoyens qui se sont au final exprimés pour contrer, et heureusement, la candidature de l'extrême droite, plutôt que par adhésion au programme économique et social de M. Macron. Et on comprend pourquoi, puisque une de ses premières mesures annoncées, et ça m'intéresse au premier chef, c'est de remettre sur la table le Code du travail, et naturellement pour revoir à la baisse les droits sociaux des travailleurs, au nom de la lutte contre le chômage. Et ce que je voudrais dire de manière très claire, c'est que là où je siège, à l'Organisation internationale du travail, il n'y a absolument aucun exemple crédible dans le monde où on puisse nous faire la démonstration que le Code du travail, lorsqu'il existe, parce que beaucoup de pays n'ont pas de Code du travail, le Code du travail serait responsable du niveau du chômage. Autrement dit, en s'attaquant aux droits sociaux des salariés, on créerait de l'emploi. Si cette démonstration était effective, ça voudrait dire que dans des pays qui n'ont pratiquement aucun droit social, je pense au Bangladesh, je pense à l'Inde et à toute une série d'autres pays, à ce moment-là, il devrait y avoir le plein emploi. Si on en suit cette logique, moins il y a de droits sociaux, plus il y a le plein emploi. Eh bien non. Dans ces pays où il n'y a pas de code du travail, c'est la misère, la précarité qui domine, qui se généralise pour l'ensemble de la population. Au contraire, l'emploi est d'autant plus bénéfique lorsque les droits sociaux sont élevés, et singulièrement les libertés syndicales qui font partie aussi des droits sociaux. Merci à toi Bernard. Monsieur Jean-François Théaldi, qui n'est pas un inconnu au sein de la CGT, ancien secrétaire général du SNJ CGT. France Télévisions. France Télévisions, qui a mené l'un des conflits forts et qui a été à la tête de l'intersyndicale face à Nicolas Sarkozy à l'époque du dossier des financements des chaînes publiques. De la suppression de la pub. Des suppressions de la publicité. Peux-tu nous dire un mot sur ta présence aujourd'hui au congrès de nos camarades de Nice Métropole? Écoute, ça me fait très plaisir de participer à un congrès syndical où il y a des gens qui se préparent à lutter contre Macron. Entre deux tractages pour les élections législatives, puisque je suis candidat dans ma circonscription. Donc c'est bien de se replonger dans ce mouvement syndical qui va avoir besoin de beaucoup de détermination pour combattre la politique qui nous est proposée. Et puis en plus, bon, j'étais avec Bernard Thibault, on a siégé ensemble au comité confédéral national durant toute une époque, on a fait plein de choses ensemble. Et débattre avec lui sur son bouquin, sur mon bouquin, c'était un plaisir. Et surtout, mais vraiment, quand on tracte là, pour législative, tous ces gens qui nous disent « Ah mais il y a trop de fonctionnaires, ils sont trop payés, ils foutent rien », de venir se confronter à la réalité des salaires à 1200, 1500 euros par mois pour les fonctionnaires de catégorie C, de voir le travail extraordinaire qu'ils font en toute dévotion au service public, ça nous refile du courage pour la campagne des législatives. Et on voit bien dans les débats que vous avez tout le danger qu'il y a de ces propositions antidémocratiques du Front National qui proposent notamment, si elle était arrivée au pouvoir ou s'ils ont beaucoup de députés à l'Assemblée nationale, qu'ils ne recruteraient que des fonctionnaires patriotes. Quel drame, quel drame. Écoute, Jean-François, un grand honneur et un grand plaisir. Le plaisir est pour moi. Merci à toi. Voilà, donc en 2015, par rapport à 2014, le taux de progression des nouveaux syndiqués était de 15,46%. 10% de nos syndiqués pourront faire valoir leur droit à la retraite dans les 5 ans. Aussi, la mise en place d'une politique de continuité syndicale demeure un objectif majeur de notre syndicat pour éviter un effritement du nombre total des adhérents. La sociologie des syndiqués. L'âge moyen des syndiqués NMCA est de 49 ans et demi. Celui-ci reste cohérent avec l'âge moyen de nos 3 collectivités qui est de 48 ans et demi. Ce constat nous oblige à construire immédiatement une politique de renouvellement des cadres, parce que sans attacher une attention particulière à ce sujet, nous risquerions rapidement d'être confrontés à une déperdition de notre technicité. La répartition entre femmes et hommes au syndicat est de 63% pour les femmes contre 37% d'hommes. Celle-ci est peu ou prou équivalente à la représentation homme-femme de nos 3 collectivités.